Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Alors aujourd'hui, je reçois quelqu'un, nous l'avons déjà reçu, et toujours avec plaisir. Mais je dois dire que pour moi, c'est peut-être, je ne dirais pas son meilleur livre, mais un de ses meilleurs. C'est Michel Maffezoli. Michel Maffezoli est un penseur, est un sociologue, est un professeur à la Sorbonne, mais surtout, c'est un bon vivant et un excellent pensant, et non pas un bien pensant. Justement, il est aux antipodes de la bonne pensée et de la bien-pensance. Et puis, il écrit Apologie, autobiographie intellectuelle, qui vient de paraître aux éditions du Cerf. Et c'est vraiment un livre passionnant. Vous savez, je vous dis toujours aussi, c'est bien, vous nous écoutez, on est heureux. Mais le plus important, c'est qu'après, vous lisiez les livres dont on vous parle, que vous preniez le temps du temps long. Vous savez, rien ne vaut l'appel à l'intelligence, à la compréhension. Et c'est ce qu'on essaie l'entretien, et vous nous le montrez très bien. Et vraiment, je suis toujours très touché, je vous le dis, encore une fois, quand je me balade à travers la France et que je reçois vos témoignages, c'est quelque chose, on se dit, bon, on ne fait pas ça pour rien, au contraire. Et le livre de Michel Maffezoli s'inscrit dans cette espèce de connaissance jubilatoire, de science, et de quelqu'un qui a toujours été, justement, dans les chemins de traverse. D'ailleurs, il le dit lui-même très bien, il dit, voilà, les chemins de traverse, c'est très important, et il n'a jamais accepté d'être vocalisé, et on expliquera pourquoi. Alors Michel Maffezoli, d'abord, qu'est-ce qui vous a amené à dire quoi? C'est pas votre épitaphe, vous êtes heureusement vivant et très vivant, et j'espère pour encore très longtemps, mais qu'est-ce qui vous a amené à écrire cette autobiographie intellectuelle, mais qui n'est pas si intellectuelle que ça, je veux dire, vous parlez d'autre chose aussi. C'est toujours difficile à dire. D'une certaine manière, quand même, c'est la fin d'un parcours théorique. Voilà. Je continuerai peut-être à écrire, mais des préfaces à mes livres précédents, le nomadisme, les tentés de tribus qui vont reparaître en poche. Mais là, je voulais faire un bilan, d'une certaine manière. Tout à la fois, oui, autobiographie intellectuelle, hein, c'est-à-dire j'étais nommé en 81 professeur à la Sorbonne, professeur titulaire. J'étais un jeune professeur, j'avais 37 ans, et c'est ce qui m'a permis de rencontrer Michel Foucault, Lévi-Strauss, Deleuze, et bien sûr par avant Gilbert Durand, mon maître, ou Julien Freund. Et donc je voulais faire état de cela. C'est-à-dire dans un moment où quand même il y a une espèce de détresse théorique, si je puis dire, hein, certes, où la libre pensée, ils ne sont ni libres ni penseurs, dirait Nietzsche, donc est en voie de capilotade. Voilà, je voulais montrer que nous avions eu en France, en tout cas pour les gens de ma génération, des gens qui nous ont aidés à penser. Voilà. Et vous vous souvenez bien la formule de Bernard de Chartres, hein, il faut se hisser sur les épaules des géants. Voilà. Donc, en gros, je fais état de cela. En même temps... Sans être des nains. Sans être des nains. Non, oui, non, je pense, oui, mais d'une certaine manière, il est important de rappeler ce que nous devons à nos maîtres. Bien sûr, bien sûr. Et je trouve que c'est important parce que je le cite, je cite cette expression, malheureux celui qui n'a pas de maître. Voilà. Donc moi, je me suis appuyé là-dedans. En même temps, je ne voulais pas nier le fait que je venais d'un endroit. Mon petit village, hein, parce que vous êtes né à Graissessac, qui est où exactement? Graissessac, c'est un trou du cul du monde, excusez-moi de le dire simplement. C'est un petit village de mineurs qui était important à l'époque quand je suis né. Hein. Il y avait 3500 habitants, maintenant il n'y en a plus que 600. Et c'est où exactement? C'est le dernier village des Cévennes, c'est-à-dire pour situer pas très loin de Béziers, hein, ou de Lodève. C'est la fin exactement des Cévennes. Ce fut mon village natal, j'y vais encore régulièrement. Vous avez toujours une maison? J'ai toujours ma maison. Et il y a dans le fond, tout ce que j'ai écrit par après, c'est à eux que je leur dois. Ma parentèle, mes amis. Qui sont des ouvriers, disons-le simplement, hein, puisque c'est un village de mineurs, c'est un village d'ouvriers. Et moi, il se trouve que j'ai passé à l'époque l'examen d'entrée en 6e. À l'époque, on passait l'examen des mines, de la bourse des mines. Pour pouvoir entrer vous avez été boursier des mines. Bien sûr, ça s'appelait la bourse des mines, ça s'appelait, qui permettait justement d'accéder à l'examen d'entrée en 6e. Mais en même temps, je reste fidèle à ce village parce que je m'y ressource
Et dans le fond, tout ce que par après j'ai écrit d'une manière universitaire, c'est à eux que je le dois. Voilà, en gros. Alors justement, Michel Maffezoli, parlons, puisque c'est votre autobiographique. Qu'est-ce qui vous a fait rentrer dans cet univers paradoxal, chatoyant, flamboyant, et quelquefois, avec ses zones d'ombre et de lumière, des idées, comment on dit, du frottis de cerveau cher à Montaigne. Comment vous êtes venu là? Comment vous y êtes venu? Pour le dire simplement, dès ma petite enfance, mes parents m'interdisaient à lire des BD et m'acheter des livres, des romans. Ouais. Voilà. Formidable. Intéressant, ça. À suivre. Et donc, malheureusement, d'ailleurs, je dois dire, je n'ai lu aucune BD, quelle qu'elle soit. Mais il vous amenait quel genre de livre? Ça s'appelait Rouge et Noir, par exemple, une collection, ou Idéal Bibliothèque. Hein, c'était des romans classiques, que nous connaissons tous, peut-être à usage des enfants, j'en sais rien. Ouais. Mais j'ai encore, dans ma bibliothèque, dans le Sud, j'ai encore tous ces livres. Ouais. Alors, voilà d'où c'est parti. Ouais. Hein, c'est-à-dire le fait que, d'une certaine manière, j'ai été nourri par ces lectures, et cela m'a amené à faire cette carrière après que j'ai fait. Alors, le lycée Henri IV, et puis après j'étais assez rapidement nommé à l'université. Mais attiré par la philosophie, attiré par l'histoire des idées, par la littérature, qu'est-ce qui vous, je dirais, qui vous guidait? C'est toujours difficile de dire ce qui nous a guidés. Hein. Ce que je peux dire, c'est que j'ai pris goût à la philosophie. Voilà. D'accord. En même temps, je le signale, puisque ce n'est pas publié, mais mon premier article date de 66, en effet. Hein. Ah oui, presque 60 ans, là. Voilà. En effet, et c'était sur l'union de l'âme et du corps chez saint Thomas d'Aquin et Aristote. Carrément. Et saint Thomas d'Aquin. Carrément. Voilà. Vous aviez quoi, 22 ans, 23 ans? J'avais 22 ans. 22 ans, je suis né en 44, etc. Et voilà, donc c'est un peu cela c'est difficile à dire. Pourquoi j'ai pas envie de dire et je le sais pas. Simplement, je ne sais pas. Le propre dans le fond de l'attirance, quand on regarde un peu ce qui m'a beaucoup marqué, les surréalistes, puis par après, vous en savez quelque chose, les situationnistes, c'est un processus d'attirance, vous voyez, c'est après coup qu'on justifie. La rencontre amoureuse, la séduction, y compris intellectuelle. Une rencontre amoureuse, c'est le propre de l'amour. C'est vrai. C'est a posteriori qu'on trouve les raisons. Breton le dit bien, le propre de l'amour, c'est que justement, c'est indécidable et on ne peut pas le justifier. Donc je ne le justifierai pas, sinon que du fait ça m'a nourri. Et que je suis resté dans cette perspective amoureux des idées. Alors justement, de quelles idées, qu'est-ce qui ont été les idées, vous en parlez bien dans votre livre, qui vous ont forgé? Les idées, les auteurs, et vraiment, vous rendez hommage notamment à Gilbert Durand, mais à beaucoup d'autres, et à ceux qui ont disparu depuis des siècles peut-être. Quels sont vraiment les auteurs, disons, j'allais pas lire le cri primal, mais les fondamentaux pour vous? Là encore, délicat. Disons qu'il s'est trouvé que ces deux axes, qui m'ont marqué. Un premier à Strasbourg, grâce ou à cause Julien Freund, qui m'a incité. Qui était philosophe lui-même. Il était à l'origine. À l'époque, il n'y avait pas de distinction très forte entre la philo et la socio, mais il avait fait sa thèse de philo, en effet, avec Raymond Aron à la Sorbonne. Voilà. Par après, il était devenu professeur à Strasbourg et il était attentif à ce qui fut pour moi un élément important, le quotidien. Voilà, donc première piste. Par après, j'ai développé cette idée de la sociologie du quotidien. Et puis, il s'est trouvé que j'ai été nommé assistant à Grenoble en 72. Et ce fut ma rencontre essentielle avec Gilbert Durand, c'est l'imaginaire. Voilà les deux axes, si vous voulez, qui ont guidé, dans le fond, toute mon œuvre et les divers livres que j'ai produits. C'est en disant, à la manière weberienne, il faut être à la hauteur du quotidien, ce qui est en bas, et l'imaginaire, c'est le climat, l'atmosphère. Donc c'est cette conjonction du bas et du haut qui fait votre spécificité d'ailleurs, c'est à s'occuper du quotidien. Alors, vous avez créé un centre d'observation du quotidien, et l'imaginaire, vous avez créé également une institution. Non, l'imaginaire, j'en ai hérité. Ah oui, c'est Gilbert Durand qui avait créé le centre de recherche sur l'imaginaire à Grenoble, et quand j'étais nommé à la Sorbonne, on l'a mis à la Maison des sciences de l'homme, et j'en étais le directeur. Voilà. Mais c'est ces deux centres, le CEAC, Centre d'études sur l'actuel et le quotidien, que j'ai créé moi-même, avec Ballandier. Je le signale longuement.
et puis le centre de recherche sur l'imaginaire, le CRI, que j'avais hérité de Gilbert Durand. Alors voilà, c'est ces deux axes qui, d'une certaine manière, toujours en filigrane, se retrouvent dans tout ce que j'ai essayé d'écrire depuis. Voilà, le quotidien et l'imaginaire, nous allons en parler, mais nous allons en parler très concrètement, parce qu'effectivement, on pourrait dire, tiens, mais ce sont aux antipodes, ils ne sont pas du tout aux antipodes, et vous les rejoignez par la modernité, la postmodernité, et tout cela. On va en parler tranquillement, mais ardemment, avec Michel Maffezoli. Restez avec nous, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Et Michel Maffezoli avec Apologie, cette autobiographie intellectuelle, vraiment que je vous recommande. Prenez le temps de lire et vous allez voir, en plus prenez le temps de regarder toutes les références parce que, voilà, prenons le temps long. Quand vous avez un moment, vraiment, lisez. Je radote là-dessus, mais on ne radotera jamais assez pour parler de cela. Alors, le quotidien et l'imaginaire, Michel Maffezoli. Mais alors vous avez choisi quand même, de temps en temps, on s'est connus il y a quelques décennies déjà, mais vous intéressez aux boîtes de nuit, vous intéressez aux clans, aux tribus, puis à la techno et tout ça. Mais enfin, c'est pas sérieux ça pour un professeur à la Sorbonne de s'intéresser à des sujets pareils. Et je ne parle pas de l'astrologie, nous en parlerons plus tard. Pour moi, j'ai fait passer 3 thèses sur l'astrologie. 3 thèses, il y en a une qui a été célèbre, celle d'Elisabeth Tessier, de Madame Tessier, qui pour moi m'avait été envoyée par le recteur ou la rectrice, je sais pas comment on dit, qui m'a dit vous êtes le seul pour pouvoir accepter. Mais pour moi, c'était la thèse de Madame Anselman, puisque c'était son nom, Germaine Anselman, etc. Comme je n'écoutais pas la télé ou la radio, je ne savais pas qui était. Mais voilà, ce pour dire, c'est ça le quotidien, c'est-à-dire. Mais c'est quoi le quotidien, vous dites, parce que c'est toutes les manifestations du quotidien, pratiquement. Oui, pour moi, c'est ce qui constitue la banalité de la vie sociale. Mais je rappelle, puisque j'ai parlé de mon petit village, mais dans de nombreux villages français, il y a le four banal. Et le four banal, c'était le jour où le Seigneur rétrocédait le four à la communauté. C'était la fête. Le four banal. Oui, le four banal. Dans beaucoup de villages français, il y a encore le four banal. Et maintenant, et c'était la fête du pain commun, si je puis dire. Hein. C'est-à-dire, c'est là où la communauté se structurait. Et maintenant, le mot banal ou banalité est devenu banal. Une antiphrase, si je puis dire. Et moi, je considère que c'est justement dans la banalité que la communauté se structure, comme c'était le cas pour le four banal. Voilà. Donc, du coup, des sujets que, en effet, l'institution ne prenait pas en charge. Anodin. Alors à l'époque, c'était pas chic. Les grands rassemblements techno. Moi, j'ai un de mes étudiants, Lionel Pourteau, pour ne pas le nommer, qui le premier est venu me proposer une thèse sur justement ces sur les techno. Voilà, sur les rassemblements musicaux dont il était un protagoniste de surcroît. Il en a fait une splendide thèse. Et j'ai eu 4 ou 5 thèses d'ailleurs là-dessus. Maintenant, c'est un peu devenu chic de s'occuper de cela. J'ai eu à l'époque des thèses sur les boîtes de nuit. etc. Mais on venait vous les proposer, en fait. On venait me proposer 2 de mes étudiants de Lyon, leurs professeurs, mes collègues de Lyon, avaient refusé ces thèses. Ils venaient chez moi et moi, bien sûr, je les acceptais. Ces thèses, c'est intéressant parce qu'ils trouvaient que c'était pas digne, le sujet n'était pas digne. En gros, c'était même peut-être infamant des boîtes échangistes à l'époque. Hein. Et c'est passé de 3 à 53. Oui, et vous dites c'est un témoin, c'est un miroir de notre temps. C'est là, un point, c'est tout. Michel Foucault, en 82, il meurt en 84, il me recevait souvent. Il me dit, maintenant, Michel, vous êtes professeur à la Sorbonne, il n'y a rien sur l'homosexualité. C'était pas chic à l'époque, l'homosexualité. Il n'y avait pas de thèse qui parlait sur l'homosexualité. Il y a eu, moi, un groupe de recherche sur l'homosexualité, 2 ou 3 grands colloques à la Sorbonne même, rassemblant des gens de divers parties d'Europe, etc. Mais là, on me dit, Maffezoli, vous faites rentrer l'homosexualité à la Sorbonne. Je dis, écoutez, arrêtez, on n'a pas besoin de moi de ce point de vue. Par après, quand j'ai fait soutenir les thèses sur l'astrologie, vous faites rentrer l'astrologie à la Sorbonne. Moi, j'étais un mécréant dans l'un et dans l'autre domaine. Hein. C'était pas mon domaine à moi, mais il n'en reste pas moins que c'était un domaine qui me paraissait être des études devant être faites, puisque il y avait une multiplicité de gens qui s'intéressaient à l'un à l'autre. Voilà, c'est ça le quotidien, vous voyez. C'est ça. On ne s'interdit aucune dimension du quotidien, dès le moment ça fait partie. Je suis de formation weberienne, hein, c'est-à-dire c'est Max Weber et grâce à Julien Freund, il m'a dit un fait social
peut devenir un fait sociologique. Voilà la vieille règle weberienne. C'est-à-dire, c'est à nous de l'analyser, etc. Il est là, on ne peut pas dire on fait comme s'il n'existait pas. Exactement, c'est ainsi. Et ma position, c'est ni judicatif, ni normatif. Je ne dis pas ce qui devait être, mais ce qui est. Nietzsche, qui m'a beaucoup formé, la pensée nietzschéenne, considère que la logique du devoir-être, ce que devrait être le monde, ce qu'on aimerait qu'il soit, ce qu'il pourrait être, et contrevient à ce qu'il est, tout simplement. En fait, c'est s'occuper de ce qu'il est. De ce qui est, tout simplement. C'est intéressant parce que vous savez qu'une certaine, elle est toujours, je vous cite ça, une présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, dit « Nous ne parlons pas de la France telle qu'elle est, mais telle qu'on voudrait qu'elle soit. » Ça s'appelle la logique du devoir-être. Et pour moi, c'est la pire des choses. C'est là le vrai décalage qui existe entre une intelligentsia déphasée, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, journalistes, politiques, experts, maintenant on ne dit plus intellectuels, on dit experts de tout genre, qui restent sur une conception idéosophique. Ça vient du haut. Alors que, vous avez compris, de mon point de vue, il faut que ça vienne du bas. Ce qui existe tout simplement, à nous de le traiter, de maîtriser la subjectivité et de voir comment on peut scientifiquement ou en tout cas intellectuellement traiter ces sujets qui étaient méprisés ou méprisables pour certains. Donc ce que vous dites, c'est que rien de ce qui le philosophe disait rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Vous dites rien de ce qui est quotidien ne doit nous être étranger. Mais quotidien, ça veut dire humain, tout simplement. C'est tout simplement, en quelque sorte, la vie de tous les jours. Dans les grandes traditions qui fut la mienne, et vous en savez quelque chose, le lettrisme, ensuite les situationnistes, les surréalistes, c'est ça, surréalistes, dadaïstes, surréalistes, lettrisme, situationniste. C'était justement les éléments du quotidien. La vie quotidienne vient de là, précisément, exactement. Et c'était quelque chose qui, je dirais, qui mérite attention, et pour ma part, je m'y suis employé. Voilà. Oui, ça, et vous y êtes diablement employé par énormément d'ouvrages et de réflexions, et on sait la place que vous occupez aujourd'hui, mais justement tout en restant, je dirais bien, dans les sentiers de grande randonnée. Ne pas rejoindre la foule ou je dirais le troupeau, en tout cas. Ça, c'est clair pour vous, qu'on vous approuve ou qu'on vous dénigre. Personne ne changera cela. On se retrouve juste après ceci, Michel Maffezoli, pour parler justement aussi de l'imaginaire, parce qu'on a parlé du quotidien, et c'est quoi l'imaginaire, et puis on va parler de beaucoup d'autres choses aussi. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkhoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkhoff. Un livre cultivé, un livre jubilatoire, un livre rempli de références et de réflexions, surtout apologie de Michel Maffezoli. Alors, soyons tout à fait clairs, il ne s'agit pas d'une apologie de Michel Maffezoli par lui-même. Ce n'est pas un exercice d'autosatisfaction, mais c'est un exercice, je dirais, de creuser. Vous savez pas, comme disait l'autre, creuse vieille taupe. Non, là, c'est vraiment la taupe intelligente. Et on parlait alors, justement, vous avez défini le quotidien et ce que vous avez, enfin, on le dit rapidement, ce que vous avez dit du quotidien, mais vous parlez aussi de l'autre pôle de votre démarche, l'imaginaire. Alors, c'est quoi l'imaginaire ? En fait, dans votre définition, dans votre difficile réflexion. à dire, parce que tout comme le quotidien, c'est quelque chose qui semblait pas sérieux, en tout cas, qui méritait pas d'être analysé. La tradition française est une vieille tradition de méfiance vis-à-vis de l'imagination et de l'imaginaire. Malebranche. Descartes, critiquant l'imagination parce que c'était la folle du logis. La folle du logis, c'est-à-dire ce qui ne permet pas le bon fonctionnement du cerveau. Et je rappelle dans mon livre, je l'ai souvent dit d'ailleurs, que les deux premiers livres de Jean-Paul Sartre, 1936 et 38, sur l'imagination, il reprend tout simplement l'idée de Malebranche, la folle du logis. C'est pas bien. C'est pas bien. Seul vaut. L'imagination, c'est les nuées, c'est les délires, etc. Alors c'est là où j'ai rencontré
Gilbert Durand, mon maître, qui, en 1960, a écrit les structures anthropologiques de l'imaginaire. Et c'était sous la direction de Bachelard, donc de Gaston Bachelard. Oui, et c'était pas négligeable. Et il rend attentif au fait qu'on ne peut bien comprendre la vie que si on saisit les rêves, les fantasmes, les fantasmagories, les fantaisies, etc., etc. Vous voyez, les mythes. Et que c'est ça. Vous voulez dire, c'est l'autre réalité, mais qui est aussi importante que... C'est le réel est construit par l'irréel. Et cet irréel, c'est ce que je viens de dire, encore une fois. C'est pas simplement individuel, les rêves. Il y a des rêves collectifs, mythes, fantasmes, je dis fantasmagorie, peu importe, voyez. Toutes choses qui nous constituent. Et Durand avait une belle formule, il disait, dans le fond, l'imaginaire, c'est le climat, l'atmosphère dans lequel on baigne. Et tout comme il y a des changements climatiques stricto sensu, admettons qu'il y ait des changements climatiques dans l'esprit. C'est ce qui est en train de se passer de nos jours. On en parlera sur la postmodernité. Mais donc, dans le fond, l'imaginaire, voilà, c'est la prise en compte de ces éléments que l'on méprisait. En tout cas, dans la tradition française en particulier, où seul valait... non, pas simplement la raison, mais la rationalité, le rationalisme, moi. Le rationalisme. Moi, pour ma part, j'ai écrit un de mes livres qui s'appelle « Éloge de la raison sensible ». Et dans ce livre, je montre qu'il ne faut pas nier la raison, ça nous constitue. Bien sûr. Mais en même temps, il y a l'essence, il y a ce dans quoi on se situe. Voilà ce qu'est, de mon point de vue, l'imaginaire. Et à mon sens, c'est ce qui est en train de prendre une importance énorme, en particulier chez les jeunes générations. Alors justement, parlons, mais l'imaginaire, est-ce qu'il n'y a pas autant le quotidien? Il a effectivement ses excès, ses gouffres, et en même temps ses bonheurs. Est-ce que l'imaginaire n'est pas la salle d'attente du délire? Est-ce que ça ne part pas dans tous les... Justement, je voudrais qu'on aille un peu plus précisément sur cet imaginaire. Qu'est-ce que vous faites rentrer dans l'imaginaire, Michel Maffezoli? Non, mais soyons clairs, on peut y faire rentrer tout, puisque ça englobe, premièrement, j'ai bien dit. En même temps, soyons clairs, par rapport à ce que vous venez d'indiquer, pour le meilleur et pour le pire. Bien sûr. Comme tout. Il faut quand même le rappeler. Bien sûr, bien sûr. Et on voit sur les réseaux sociaux en particulier, puisque personnellement je valorise ces réseaux sociaux, bien sûr, le meilleur et le pire, c'est-à-dire les systématisations à outrance à bien des égards, les fanatismes de divers ordres. Mais en même temps, la richesse des le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. On a tendance à voir le verre à moitié vide. Moi, pour ma part, j'essaie de montrer qu'au-delà de la sinistrose ambiante, il y a à moitié plein aussi. Voilà. Alors voilà, c'est tout. C'est cette, en gros, tout. Comment dire cela? C'est la part d'ombre qui nous travaille. Et un homme sans ombre n'existe pas. Une société sans ombre n'existe pas. Bataille, la part maudite. Bien sûr. Voilà, par exemple. Et de toute façon, il y a la lumière et il y a l'ombre. En gros, c'est tout. Je cite un roman qui m'a marqué dans ma jeunesse, un roman de Camusot, c'est un auteur allemand du 19e siècle, L'homme sans ombre. Et il ne peut plus vivre. Il a vendu son ombre au diable avec une poignée pas de dollars en la matière, des pièces d'or, et du coup il n'existe plus. Il peut plus sortir puisqu'il a peur d'exister. Et je montre, bon c'est anecdotique, mais je montre que d'une certaine manière on ne peut pas comprendre la société si on ne saisit pas cette ombre, l'instant obscur, la part maudite. Et je considère qu'il faut le développer. Voilà, c'est un des éléments de l'imaginaire. La part maudite, dans un très beau livre de Georges Bataille, qui s'appelait comme ça. Alors justement, je voudrais... on va continuer. Qu'est-ce qui a fait, quand même, est-ce que ce sont ces domaines auxquels vous êtes attachés, qui a fait quand même que vous suscitez souvent... lire L''IRE de certains de vos confrères ou autres, ou de vos collègues, en disant oui mais Maffezoli, ouais mais c'est pas sérieux, oui il s'attaque à des sujets, enfin tout ça, et qui fait que, et puis d'autres évidemment qui vous aiment et qui vous admirent, c'est clair, mais qu'est-ce qui fait que c'est le choix des domaines que vous avez abordés? C'est par exemple quand vous allez... Moi, je me rappelle le clan Campbell. Vous avez parlé des clans. C'était le clan Campbell. C'était une formidable soirée, je vous rappelle. Mais aussi, et vous aviez été le théoricien de ces clans, etc. Est-ce qu'au fond, on considère que vous n'abordez pas, vous en avez parlé déjà au niveau de l'homosexualité, mais vous n'abordez pas les sujets sérieux. Maffezoli, il prend des sujets qu'il n'a pas à prendre. C'est pas du niveau de l'université. Est-ce que c'était ça? Oui, mais j'ai dit le mot tout à l'heure, je le répète, moi je prends acte de ce qui est, pas de ce qu'on aimerait qu'il soit. Neutralité
axiologique. Encore Weber. Bon, hein, encore une fois, j'ai pas à juger, dire si c'est bien, si c'est mal. C'est ainsi, c'est ça la part d'ombre. Hein, je veux dire, ce qui nous constitue. Alors, c'est pas sérieux. Non, moi, pour ma part, je dis la vie quotidienne est sérieuse. La vie ne vaut peut-être rien, mais rien ne vaut la vie. Et tout mon travail a été d'essayer d'analyser cela. Vous voyez, par exemple, je suis en train de réécrire la préface d'un de mes livres qui est paru en 88, Le temps des tribus. Oui, bien sûr. Qui va reparaître en 6e ou 7e édition. Qui a été très remarqué. Voilà, et je fais une grande préface où je dis ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que j'ai essayé de montrer tout simplement que l'on n'était plus dans la République une et indivisible. Belle idée du 19e, hein, un peu franc-maçonne pour dire les choses comme elles sont, mais qu'on avait une fragmentation de cette société qui était là, hein, une mosaïque. Et donc c'était cette res publica, la chose publique où il y avait ces petites tribus musicales, sexuelles, religieuses, sportives, etc., etc. Et que dans les jungles de pierre que sont nos mégapoles, il y avait ces tribus. Voilà, vous voyez, c'était quotidien, ça. Hein, quelque chose qui existait. Alors que, dans le fond, le savoir officiel, gauche et droite confondues, restait sur l'unité. Hein, la République une et indivisible. Moi, j'essayais de montrer, je ne dis pas ce qui est mon sentiment personnel. Hein, bien sûr. Vous essayez de montrer le réel comme vous le voyez. Hein, voilà. Je dis montrer, je joue même sur le mot, je dis monstrer. Ce qui peut être monstrueux, vous voyez, à bien des égards. Oui, à côté, ouais. Mais voilà, ma démonstration, elle est là. Elle est tout simplement de constater. Et c'est vrai qu'il y a un vrai décalage. Il faudrait en dire un mot quand même. Oui. Il y a un vrai décalage entre l'intelligentsia, élite déphasée, hein, avec une personne que je connais bien qui s'appelle Hélène Schroll. On a écrit un livre, La faillite des élites. Votre épouse, je dis. La faillite des élites, vous voyez, par exemple, pour montrer comment elle est énarque de surcroît, qu'il y a ce décalage qui existe, encore une fois, entre ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire et le peuple. Donc moi, mon propos, je suis d'un milieu populaire, de cette sagesse populaire, je décris cette sagesse populaire. Et d'ailleurs, comment vous expliquez cette sécession qui est presque devenue abyssale entre les élites, parce qu'il faut aussi des élites, mais vous faites partie de l'élite, mais pas de cette élite-là qu'on connaît, bien sûr, Michel Maffezoli, mais je veux dire, qu'est-ce qui fait cette espèce de sécession qu'on voit de plus en plus grandissante? Aujourd'hui, c'est devenu presque une banalité de base, comme disait Raoul Vaneigem, de dire que, oui, mais regardez, ils sont complètement détachés du réel, décollés du réel, c'est devenu des clichés. Mais qu'est-ce qui fait que ça a atteint ce stade? Bon, écoutez, c'est très simple. Excusez-moi de le dire là simplement. Hein. Vous avez compris que pour moi, on assiste à la fin d'une époque, fin de la modernité. Chaque société, soyons clairs, a besoin d'élites. Et on le voit dans toute société, etc. Et puis, peu à peu, si vous voulez, il y a cette espèce de déconnexion, de déphasage. Je rappelle que, par exemple, la Révolution française n'est que la conséquence d'un déphasage de ce qu'était la féodalité, le roi, les seigneurs, etc. Et de nos jours, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que ceux qui étaient promoteurs, et peu à peu, c'est affadi. Un de mes amis sociologues disait quand l'énamourement devient la tétanie conjugale. Tétanie conjugale, je retiens. Et Guy Hockenheim, du Colmao au Rotary Club, par exemple. Vous voyez, par exemple, c'est pour dire que ceux qui étaient porteurs, eh bien, tentent à s'affadir. Un grand sociologue qui n'est pas connu en France, qui s'appelle Vilfredo Pareto, économiste, sociologue, parle de la circulation des élites. Moi, mais quoi, c'est-à-dire qu'elles se perdent, elles décollent, elles se givaroisent. En la matière, pour ce qui nous concerne, elles restent sur les grandes valeurs de la modernité. L'individualisme, le rationalisme, le progressisme. Alors que ce qui est en jeu, c'est le tribalisme. Alors que ce qui est en jeu, c'est l'émotionnel. Alors que ce qui est en jeu, c'est le retour à des dimensions plus traditionnelles, voyez. Alors que ceux qui ont le pouvoir de dire et d'agir, je dis bien, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, restent sur ces valeurs modernes. Et c'est là où, peu à peu, il y a un décalage très fort avec le peuple. D'ailleurs, ils ont peur du peuple. Ils parlent de populisme, ils parlent de communautarisme. Ces démocrates sont très peu démophiles, ils sont même parfois démophobes. Vous voyez, donc, quand ça ne leur plaît pas, on voit bien que... le peuple sent mauvais. Je ne dirais pas les expressions grossières que j'emploie souvent, mais de fait... Les gueux. Voilà, les gueux. D'ailleurs, ça n'a pas voté. Vous avez vu un député écologiste qui a dit, mais il faudrait établir le suffrage censitaire. Exactement. Non, scandaleux, voilà, peu importe, mais de fait, c'est tout simplement l'expression de cette démophobie.
C'est ça. On a peur du peuple. Or, le peuple est en train de prendre sa revanche actuellement. On le voit aux États-Unis, on le voit en Argentine, on le voit en Autriche, on le voit en France aussi, on le voit en Hollande, enfin, etc. À bien des endroits. Pour moi, tout cela marque cette déconnexion, voilà, qui entre régulièrement, chaque 3 siècles. Alors justement, vous parlez de la modernité, vous dites ces élites sont dans la modernité telle qu'on l'a définie, et vous dites, vous vous êtes fait d'ailleurs l'un des porte-paroles, je dirais même des théoriciens de la post-modernité. Alors c'est quoi la post-modernité? Parce que souvent les employés en disant oui c'est encore, vous voyez on dit, enfin pour faire très schématique et très cliché aussi, post-modernité, oui c'est toutes ces manifestations de woke, de LGBT, de cancel culture, etc. Or vous dites c'est pas ça du tout la post-modernité. Pas du tout. Alors c'est quoi? Tout d'abord, ce qu'est la modernité, je rappelle que c'est Baudelaire qui le premier emploie en 1848 le mot modernité. Avant, on disait post-médiévalité, c'est-à-dire une autre époque qui est en train de se créer. Et pour moi, c'est la même chose, c'est-à-dire que on ne peut pas nommer ce qui est en gestation. Il faut qu'on se donne rendez-vous dans 100 ans tous les deux et on nommera à ce moment-là ce qui est. J'espère. Allez, rendez-vous pris. Voilà. Mais entre-temps, on dit post, c'est-à-dire ce qui vient après, tout simplement. Et actuellement, là en France, on a peur, on dit hypermodernité, modernité seconde, modernité avancée, etc. Non, tout simplement rendre attentif qu'on est dans un autre imaginaire. La société officieuse, ces jeunes générations, ne se reconnaissent pas dans la dimension officielle. Mais ça, c'est pas du tout wokiste. Et au contraire, pour moi, le wokisme, je l'ai écrit ici ou là dans tel ou tel de mes livres, ce n'est que la forme achevée des Lumières. D'ailleurs, ça veut dire ça, wok, éveillé. Wok, oui, éveillé. Voilà, donc, c'est une forme caricaturale des droits. Alors que la postmodernité, je m'appuie ici sur cette grande philosophe qui est Simone Weil, la grande philosophe, qui parle de l'enracinement. Son grand livre, c'est l'enracinement. Et dans ce livre, elle montre bien que ce n'est pas les droits qui sont importants, c'est les devoirs. Les devoirs. Les obligations. Ce n'est pas seulement la liberté, très bien, mais la responsabilité aussi. C'est la dépendance de l'autre. Un ordo amoris, un ordre de l'amour. Et de fait, de mon point de vue, dans les tribus telles que je les analyse, il y a ce partage des sentiments, je dis affectuels. Et de fait, c'est ça la postmodernité, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas simplement individualiste, mais au contraire, on est toujours avec, cum. Heidegger le disait, on est en train de passer de l'ère du jeu à l'ère du nous. Et moi, j'ai essayé d'analyser ce nous. Voilà. Et donc vous l'analysez dans ces communautés, dans ces rave parties, dans ces techno-parties par exemple, puis dans les communautés sportives ou autres, enfin, etc. Encore une fois, une autre grande dame qui est Hannah Arendt montre comment s'est élaboré l'idéal démocratique au 19e. Difficulté, recul, opposition, machin chose, et puis on y arrive. Bien sûr. D'ailleurs, une idée très simple, j'ai une représentation philosophique, j'arrive à vous convaincre, vous me donnez votre voix, représentation politique. Actuellement, ça marche plus, l'abstention, les non-inscrits sur les listes électorales. On est prêt à tout pour avoir de voix. Voilà. Bon. C'est plutôt du côté du trottoir qu'autre chose. Moi, maintenant, je dis plus tribu, je dis idéal communautaire en gestation. Voilà, c'est-à-dire, comme il y a eu l'idéal démocratique, il y a cet idéal communautaire qui est, je dis bien, en gestation. En gestation, mais pardon, Michel Maffezoli, parce qu'il faut être très... C'est pas à vous que j'apprendrai et que je dirais que les mots ont leur importance. Mais vous avez aussi le côté, justement, le meilleur et le pire de la communautarisation sur des critères intégristes, religieux et autres. Bien sûr, j'ai bien dit le meilleur et le pire. Et le meilleur et le pire, c'est pas parce qu'il y a du pire que je reconnais, moi. C'est pas la peine bien sûr. Des quantités de fanatisme actuellement sont là pour le pro et je les nommerai pas, vous le savez. Mais c'est pas parce qu'il y a cela que je ne vois pas qu'il y a aussi cette espèce de construction d'une autre manière d'être ensemble. Vous voyez, j'ai employé le mot tribu, ça m'a été reproché parce que j'ai rapté ce mot, c'est une métaphore, je l'ai rapté aux ethnologues. Ouais. Mais les ethnologues disaient justement que dans les tribus africaines, c'était pour lutter contre l'adversité animalière, végétale, d'autres groupes, etc. Pour moi, dans les jungles de pierre, que sont nos mégapoles actuellement, Internet aidant, la tribu a la même fonction, solidarité, partage, entraide. Alors j'ai bien dit, tribu sexuelle, musicale, religieuse, sportive et tutti quanti, etc. Et donc du coup, c'est une nouvelle manière d'être ensemble qui est là. C'est ça que j'appelle maintenant idéal communautaire en gestation. C'est très intéressant parce que un grand théoricien des médias, disparu maintenant, Marshall McLuhan, vous savez, le Canadien, disait que dans le village global, le tam-tam sonne le retour des tribus. Voilà, c'est très bon, ça je ne le savais pas, je ne connaissais pas. Ah oui, c'est très intéressant, il faut lire. C'est War and Peace in the Global Village. Oui, non,
globale. Guerre et paix dans le bien global. Oui, c'est beau, et ça, il oui. dit exactement, voilà. Et c'était pour moi ces jungles de pierre. Encore une fois, réseaux sociaux aidants, blogs, forums de discussion et tout à l'avenant. Je rappelle moi souvent dans mes conférences que quand on regarde Internet, on voit qu'il y a la reprise de ces mots archaïques que je viens de dire. Arché en grec, ça veut dire premier, fondamental, partage, échange, solidarité, et on le voit, ça se développe cela. Ouais. Et du coup, on n'est plus dans une dimension quantitative, le matérialisme historique, l'économicisme, le pouvoir d'achat, etc., etc. Mais au contraire, ces processus que je viens d'indiquer, c'est ça l'idéal communautaire. Vous voyez comment, d'une certaine manière, par la base, encore une fois, la vie quotidienne, d'une certaine manière, il y a cette autre manière de créer une solidarité organique. C'est intéressant. En fait, c'est la base qui remet un bonnet rouge au dictionnaire, quelque part. On va continuer à parler avec Michel Maffezoli. C'est passionnant. Et de son livre, Apologie, paru aux éditions Sur Serre. On se retrouve. Et si vous avez envie d'intervenir, Maude. Allez, 0826 300 300 par téléphone. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous êtes vraiment une radio exceptionnelle et merci à vous de donner la parole aux auditeurs puisqu'on en a vraiment, vraiment, vraiment besoin. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Et toujours avec Michel Maffezoli, mais je crois à Maud qu'il y a un autre Michel qui nous appelle. Oui, un autre Michel qui vient de Bretagne, lui. Bonjour Michel. Oui, bonjour André. Et bonjour au professeur Michel Maffezoli et puis aux abonnés de Sud Radio. Alors très rapidement, revenir sur une notion dont Michel Maffezoli a parlé tout à l'heure, à savoir le chemin de traverse. Vous me corrigez si je me trompe. Oui. Et ça me faisait penser au fameux pas de côté, celui de l'exploration. Et là, il y a deux solutions qui se profilent. Soit on revient dans l'axe, après l'expérience d'exploration, qui peut correspondre en fin de compte à revenir dans la doxa, ou bien on peut continuer dans la voie, le pas de côté, mais là, le risque c'est de partir sur une voie, la voie de la dérive, qui est une fausse voie. Alors voilà, je voulais avoir son avis là-dessus. Alors, voie de la dérive ou voie de retrouver les chemins Non, mais pas de côté me paraît très beau. Et de toute façon, la vie est toujours dangereuse. Donc, la vie est un métier à risque. Voilà, donc d'une certaine manière, on peut s'égarer aussi. Voilà. Non, moi j'ai pris ce mot parce que je l'ai emprunté, je vais vous le dire d'où vient ma source, d'un mot allemand de Heidegger qui est Holzweg, qu'on a traduit en français « chemin qui ne mène nulle part », le livre. D'accord. Oui. Alors que Holzweg, Heidegger, qui était un marcheur, bien montre que ce sont ces chemins de montagne, si vous voulez, qui ne sont pas bien balisés. Mais que le montagnard renifle, si je puis dire. Il se trouve que j'ai une maison en haute montagne et que j'ai beaucoup marché, maintenant j'ai plus l'âge de le faire, mais j'ai beaucoup marché dans la forêt et je reniflais, là encore, vous voyez, qu'est-ce que fait que, sans prendre un chemin balisé, on arrive à voir où il faut aller, ne pas monter trop. Ça menait toujours quelque part. Voilà, cas, et de fait, on arrive à retrouver véritablement un vrai sens, vous voyez. Et puisqu'on parle de Gressessac et des montagnes, vous m'avez hors antenne dit une jolie phrase que vous disiez votre grand-mère, Michel Maffezoli. Oui, c'était une femme sage, d'une certaine manière, très populaire. Et quand j'étais nommé à l'université, elle m'a dit, attention, il n'y a que les cornichons qu'on met dans des bocaux. C'est-à-dire, d'une certaine manière, ne t'enferme pas dans quelque chose qui est pas trop rigide. Et par après, bien après, Gilbert Durand, mon maître, que j'ai cité 2 ou 3 fois, a lui développé cette idée de bocalisation. Donc ça veut dire quoi exactement? Bon, très précisément, en rappelant que ce qu'est notre vocation, c'est l'université, l'universitas. L'universel. L'universel, en fait, c'est-à-dire quelque chose qui est transversal, on va dire, un peu comme les chemins de traverse d'ailleurs. C'est transversal, alors qu'il y a eu une tendance, qui est le cas actuellement, et je pense d'ailleurs que l'université est en train de crever de cela, à se disciplinariser dans les 2 mots du terme, c'est-à-dire des disciplines où on se donne la discipline en quelque sorte. Alors il faut être sociologue. Moi, on m'a reproché de faire de la philo au sein de la socio, par exemple, de la sociologie. Vous voyez, on a fonctionné sur des cloisons. En gros, enfermé, c'est ça le bocal. Voilà. Et de fait, Durand, qui était agrégé de philo, avait une chaire d'anthropologie et de sociologie. Vous voyez, c'est-à-dire montrant comment, dans les domaines qui sont les nôtres, il y a cette interaction dans le sens simple du terme. Mais qui est importante, qui
qui est plutôt bienvenu, non ? Pour moi, c'est très important. Et figurez-vous que c'est en train d'être oublié. C'est peut-être là une des décadences de l'université. Par contre, les jeunes générations, il se trouve que régulièrement, je reçois pas mal de ces jeunes qui viennent boire et parler avec moi et qui retrouvent, eux, cette machin chose, c'est-à-dire licence de philo et de linguistique, de la socio et de la psycho, de l'anthropologie, voilà, exactement. etc. Vous voyez, quelque chose qui rejoue la vieille idée de l'universitas. Voilà, donc c'est ça. Moi, je considère, j'ai lutté contre la vocalisation. Dans mes livres, je peux citer saint Thomas d'Aquin, je peux citer Hölderlin, je peux citer un philosophe ou un anthropologue, dès le moment où je considère que cela peut enrichir le débat, la question. Voilà, c'est en quel sens que il me paraît nécessaire de dépasser cet enfermement, pour dire vrai. Voilà. Oui, c'est ça, et de prendre son bien où il le trouve. Enfin, en gros, picorer, et que dans le fond, ce qu'est cette vie quotidienne, on en a parlé, eh bien, c'est tous ces éléments qui sont constitutifs. Moi, je disais à mes étudiants, les livres et les bistrots, par exemple. Absolument, c'est-à-dire, oui, bien sûr, les livres, et puis en même temps, aller écouter la discussion du café du commerce. C'est ce que je dis à mes amis auditeurs, lisez, mais de temps en temps, le café, le bistrot, le restaurant, c'est très la important. rencontre, c'est très important. Et moi, j'ai rappelé toujours à mes étudiants, la phrase c'était ça, les livres et les bistrots. Les livres et les bistrots, aller renifler d'une certaine manière, écouter, entendre, participer, parler, tout à l'avenant. Et c'est comme cela que l'on s'enrichit. J'ai cité mon village, mon petit village Stévenol. Eh bien, là aussi, moi, le café du commerce du coin, il est intéressant. Et le jeudi matin, j'y vais prendre mon café ou autre, enfin peu importe, ou un verre de vin blanc. Sûr. Mais disons, à partir de là, il y a une écoute qui se fait. Voilà ce que je veux dire. Vous voyez, c'est ça un peu, non pas un enfermement. Une écoute et une réponse, etc. C'est à partir de là, peut-être, voyez-vous, que on arrive à la vraie pensée. La vraie pensée, c'est Aristote qui l'a proposé en disant contre l'opinion, la doxa, c'est savoir poser des questions. En grec, c'était kalos apoiorestai, poser bellement des problèmes. Vous savez, c'est exactement le slogan de notre émission. Moi, je dis toujours, je me méfie de ceux qui ont réponse à tout. Ben voilà, la question. Et en revanche, avoir question à tout, c'est quand même une bonne chose. Exactement. C'est cette idée. Vous voyez, le mot en grec, c'est apoiorestai, c'est l'aporie. L'aporie, c'est quand il n'y a pas la solution. Et en grec, excusez-moi, aporein, ça veut dire ça, pas de solution. Et aporie, c'est en plus trivialement un col de haute montagne qui est difficile à passer entre deux vallées. Et bien voilà, moi je dis, il faut savoir poser des questions alors que l'intelligentsia contemporaine a déjà la réponse. Oui, c'est ça. Et est en train de crever de cela. Et ils disent, j'ai les réponses, où sont vos questions? C'est justement là. Je dirais que vraiment, j'espère que vous avez passé un bon temps, comme on l'a passé, nous, avec Michel Maffezoli, mais surtout, très bonne lecture en lisant son livre et ses livres d'ailleurs, parce qu'au fond, vous avez une conception, je ne sais pas si elle est postmoderne, mais elle est jouissive. C'est important, non? Mais je pense qu'il y a une liaison, c'est-à-dire que la postmodernité, c'est la raison sensible, j'ai dit. C'est-à-dire, d'une certaine manière, ne pas perdre cette capacité que nous avons de raisonner, et en même temps, savoir que cela se fait au travers du plaisir d'être. Permettez-moi de citer la phrase de saint Thomas, Niles in intellectu non fiutre in sensu. Il n'y a rien dans l'intellect qui n'ait d'abord été dans l'essence. Voilà. Et j'essaie de rendre attentif à cette conjonction. Et c'est pour ça, Michel Maffezoli, que je pourrais vous dire, vous êtes saint Thomas d'Aquin. J'accepte l'idée. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.